Salut les fondus, bienvenue sur la chaîne La Ligue des Soudeurs. Alors aujourd'hui on va parler de normes, charpente métallique, ouvrage d'art. Pour ça j'ai besoin de Stéphane. Salut Stéphane. Salut Christophe. Comment ça va? Ça va et toi? Écoute, merci d'être là et puis on va parler un petit peu des normes. C'est parti. Alors Stéphane, déjà on va commencer par une petite présentation. Qui es-tu, d'où viens-tu et que fais-tu? Alors Stéphane Santenac, je suis le responsable de la filiale certification du groupe Institut de Soudure. On s'occupe de certifier un certain nombre de sociétés sur les référentiels ISO 3834, donc normes internationales, normes EN 1090, celle qui nous intéresse aujourd'hui, Exactement. et EN 15085, donc qui traite du soudage sur les véhicules roulants ferroviaires. Quel est ton niveau? Qu'est-ce que tu as fait pour en arriver ici? Alors moi j'ai un BTS de chaudronnier. J'ai fait l'EAPS, donc École d'adaptation aux professions du soudage, donc qui délivre un IWT. Et ensuite, avec cette possibilité de faire une passerelle, j'ai passé un IWE, donc un diplôme d'ingénieur en soudage. C'est un niveau international. C'est ça. Et toi, tu disposes du niveau, on va dire, le plus élevé. Exactement. Ok. Quelle est ta mission principale au sein de l'Institut de Soudure? Au sein de l'Institut de Soudure, certification du coup, Ouais. on analyse les demandes clients de certification, donc sur les différents référentiels. On va leur faire une proposition de diagnostic, ou alors ils sont prêts et ils se lancent directement dans l'audit de certification, ça c'est la phase 2, et donc on leur fait des audits. Alors là, si je comprends bien, demain une entreprise elle a besoin d'avoir une certification, soit elle est déjà préparée, auquel cas toi tu arrives sur un certain nombre de temps, ça peut être une journée, plusieurs jours d'ailleurs. Ça peut être de 2 jours où on est plusieurs auditeurs, ça dépend. Et à la fin de cette prestation, tu es capable de leur dire c'est bon, c'est pas bon? Alors non, l'auditeur, l'équipe d'audit, elle émet un avis et après on présente le dossier en commission de certification. Et là, c'est la commission de certification qui, avec tous les éléments récoltés pendant l'audit, va définir si on octroie ou pas la certification. Bon, finalement Stéphane, à quoi sert une norme? Alors, une norme, ça sert à pouvoir produire des structures avec la sécurité requise. Donc, et d'uniformiser les pratiques au niveau européen. Si on prend par exemple une cagoule, la cagoule, il faut que la visière elle respecte certains critères d'absorption de luminosité, que le plastique il soit non allergène et dessus on va poser un marquage qui va garantir aussi que c'est conforme au marché. Effectivement, un casque comme ça, un fabricant, il ne peut pas en sortir un sans respecter les normes. Et comme tout ce qui nous entoure finalement. C'est ça. Et donc pour tout ce qui va être structure métallique, cette norme est l'assurance que tout ce que tu utilises et comment tu le fabriques soit effectivement conforme. Exactement. On parle de la 1090, c'est l'EN 1090? Ouais, c'est ça, c'est une norme européenne harmonisée. La 1090, c'est quoi? Alors la 1090, en fait, elle découle d'un règlement européen, le règlement des produits de la construction, qui impose en fait un marquage CE sur tout ce qui est construction durable. Comme des marchepieds, des abribus, des abris vélos, et ça peut aller jusqu'à un ouvrage d'art. L'ouvrage d'art, on est d'accord pour ceux qui ne savent pas, c'est les ponts, passerelles, tout ce qui est supportage. Mais fixe, on est d'accord, ça c'est important. Et durablement installé, c'est ça. À quel moment on doit faire une certification? Typiquement, le N 1090, c'est pour être conforme à un décret européen, donc le 947-203, qui impose un marquage CE et derrière qui s'appuie sur le règlement des produits de la construction. Et donc on peut le voir sur même un paquet d'électrodes, on va avoir un petit marquage CE. Ouais, d'accord. Donc tout ce qui va être construction métallique. C'est ça. Acier, inoxydable, donc 1090-2 et aluminium 1090-3. Le N 1090, est-ce qu'elle est acquise à vie ou est-ce qu'il y a des périodicités et des vérifications? Alors, elle n'est pas acquise à vie, non. Il y a des audits de surveillance qui sont à des périodicités différentes en fonction de la classe d'exécution. Quelqu'un qui va partir sur une EN 1090 sait pertinemment qu'il faudra effectivement faire des audits pour pérenniser un petit peu sa qualité de travail. Exactement, et vérifier qu'il n'y a pas d'évolution majeure dans son système qualité. D'ailleurs, ça me fait penser, si c'est comme nous en termes de qualification de soudage, il y a effectivement des évolutions sur la norme. Ouais. Donc il y a une veille réglementaire. Oui. Donc ça, il faut que toi, tu t'en assures
et que tu informes évidemment le client. Exactement. D'accord. Et il ne faut pas qu'elle soit trop longue, la vidéo. Non, mais c'est pas grave ça. Ça, c'est pas grave. Franchement, alors je vais te dire un truc. Hein. Cette vidéo sera pas la plus glamour de l'année. Ça, c'est clair. Mais elle est indispensable parce que ceux qui seront concernés iront jusqu'au bout. Bon, le N1090, globalement, pour celui qui fabrique des structures métalliques, c'est pas que le soudage. C'est pas que le soudage, non. Ça peut être la conception, le dimensionnement, le perçage, le boulonnage, la galvanisation, l'application de peinture. Ça va être la globalité de la fabrication. C'est un packaging. Ça veut dire que dès que tu fabriques un truc, peu importe où tu te trouves, tu dois être soumis à le N1090. Alors, t'es pas obligé de répondre à toutes les exigences. En fait, l'audit ne portera que sur les exigences que tu veux déclarer sur ton marquage CE. Donc, si tu veux faire que du soudage, tu peux ne faire que du soudage. Bon, alors justement, restons sur le soudage. J'imagine qu'il y a une classification sur le soudage. Il y a une norme. Il y a une norme dans la norme. C'est ça. En fait, tout ce qui est soudage, on te demande de t'appuyer sur l'ISO 3834. Donc, la personne qui est concernée, par exemple, par le boulonnage ou la peinture, il n'ira pas sur cette norme-là. Exactement. Il ira juste checker dans la norme ce qui l'intéresse, donc le boulonnage, la peinture, la conception, mais pas forcément le soudage. Alors, petite question au passage. J'aimerais savoir si tous les fabricants français ont validé cette norme-là. Alors, malheureusement, non, parce qu'en France, on manque énormément d'informations. En France, on est à 200-250 sociétés certifiées contre la Suisse qui en compte 350. Ouais, Suisse qui n'est pas Union européenne En plus, en plus. Et l'Allemagne, dernier recensement, j'étais à 9500. on est d'accord, juste parce qu'il y a un manque d'information. C'est globalement un manque d'information et un manque de formation. Ah, d'information et de formation. Et de Alors, formation. on est d'accord. Aujourd'hui, l'entreprise qui a un peu la tête dans le guidon ne sait pas forcément qu'il doit être soumis à cette norme-là. C'est ça que tu es en train de me dire. C'est ça. Ils ne se sentent pas concernés par la certification EN 1090. Que doit faire l'entreprise quand on fait une opération de soudage et soumis à la 1090? Alors déjà, la base, c'est d'avoir un chef d'orchestre dans tout ça, c'est d'avoir un coordinateur en soudage. Donc un IWS, un IWT ou un IWE. En fait, selon le niveau, ça donne accès à différentes classes d'exécution. Parce que dans le N 1090, il y a des classes d'exécution. Donc le XEC1, ça va être l'abribus. Et le XEC4, ça va être l'ouvrage d'art. D'accord. Voilà, donc ça va de 1 à 4. Donc un IWE, ça sera plutôt utilisé dans des sociétés où il y a des ouvrages d'art. Ouais, on est d'accord. Et ensuite, il faut des qualifications de soudeur, des qualifications de mode opérateur de soudage, donc des QMOS. Et ensuite, il faut faire des contrôles de production en usine, donc des CND. Si je résume, une entreprise qui est soumise à cette norme-là doit avoir ou peut avoir, parce qu'il peut l'avoir en prestataire aussi. Exactement, il y a des prestataires qui sont coordinateurs en soudage dans les sociétés. J'imagine pour une entreprise, c'est super lourd d'avoir quelqu'un en coordination C'est sûr. et en ingénierie de soudage. Ça a un coût, un coordinateur de soudage, ça a un coût. Et c'est aussi pour ça qu'il y a si peu de sociétés en France qui sont certifiées. C'est parce qu'on manque aussi de coordinateurs en soudage. L'entreprise a besoin d'un coordinateur, de faire des relevés de paramètres, et les soudeurs doivent être habilités. Surveillance de leurs acquisitions techniques et manuelles des assemblages. Quelqu'un qui fait une soudure doit être certifié. Exactement. Voilà, ouais. sur la 1090. Chaque société qui passe le N1090 doit en fait avoir un CPU, un manuel CPU. Donc c'est un manuel contrôle production usine, à pas confondre avec le CCPU d'ailleurs, qui n'existe plus. Hein. Ouais. Alors, le CCPU, c'est la matière. Oui, mais ça n'existe plus. Maintenant, c'est des certificats matière. Exactement. Ouais. Et donc le CPU, le manuel CPU, il reprend tout ce qui doit être mis en place pour intégrer le N1090. Donc ça commence par les généralités, le personnel. Donc on doit détailler Qui fait quoi le responsable de la coordination au soudage, les soudeurs qui sont qualifiés, le responsable de la qualité, les personnes qui sont habilitées à faire des contrôles non destructifs. Est-ce que on fait des calculs ou est-ce que on ne fait pas de calcul et du coup c'est le client qui arrive avec son plan. Ensuite, on check aussi tout ce qui est matériaux de base, donc les poutrelles, les IPN, les compagnies. Ouais, alors ça justement, je vais mettre l'accent là-dessus pour que les gens comprennent. Tu ne peux pas créer une forme bien précise de profilé, par exemple, si on parle de cornière, de U, enfin bref, ou de IPN, tu ne peux pas
en inventer un sans passer par cette vérification. C'est-à-dire que demain, quelqu'un qui veut faire un pont, une passerelle, il ne peut pas la faire avec les formes qu'il a envie. Il faut qu'il respecte une certaine normalisation. C'est ça, à moins qu'il fasse une PRS, une poutre reconstituée soudée. Oui, Mais c'est le cas d'un de mes clients. Ouais. Voilà, mais il sera de toute façon soumis à des vérifications. Ouais, voilà, c'est-à-dire que les épaisseurs, la hauteur et tout doit être rigoureusement respecté pour avoir des tenues mécaniques. Ça paraît évidemment. C'est calculé, toutes les tenues sont calculées. On doit aussi vérifier les équipements, donc avoir des postes vérifiés normalement annuellement. L'étalonnage? Le fameux étalonnage. Oui, d'accord, je comprends. Ouais. Voilà. Et aussi, on doit avoir une gestion des non-conformités. Donc, tout ce qui est réclamation client. Parce que on peut avoir une livraison qui se passe mal, une soudure avec une piqûre. Ouais. Et comment on gère ça? D'accord. En clair, on trouve un défaut, il faut savoir le corriger, mais savoir comment on a fait pour le corriger. Exactement. Et qu'est-ce qui se passe si jamais demain, une entreprise fabrique un ouvrage d'art? On va prendre le cas d'un pont. Et demain, il y a un problème, on va dire, matériel déjà, dans un premier temps, et il n'y a pas de marquage chez eux. Ouais, en fait, la matière d'origine doit avoir aussi un marquage CE, parce que tu peux pas fabriquer du CE si tu n'as pas de CE. Et tu dois avoir un marquage CE sur les électrodes enrobées, par exemple. Comme le fil d'apport en semi-auto. Voilà. Dans le meilleur des cas, si à livraison, le donneur d'ordre se rend compte qu'il n'y a pas de marquage CE, ben, on le fait repartir avec l'ouvrage d'art. C'est déjà arrivé. Et dans le pire des cas, bah, là, c'est les assurances qui vont se retirer. Et ça, c'est possible d'avoir vu une installation assez importante sans le marquage CE de ton expérience? Oui, j'en vois beaucoup. Et ça, c'est un peu inquiétant quand même. Bah oui. En fait, toi, tu fais des audits préliminaires. Alors, je fais des audits préliminaires, je fais des audits à blanc, diagnostics. Ouais. Et on check tout ce qui ne va pas. On laisse une bonne grosse liste de courses, des fois, Ouais. pour les choses à corriger pour ensuite se présenter à la certification. Généralement, un audit à blanc dégrossit quand même avec 80% des choses qui peuvent être vues en audit et qui sont à mettre en conformité pour prétendre à la certification. On sait que tu peux effectivement faire des audits de surveillance, s'il y a des entreprises qui sont intéressées, évidemment. Alors, quel est l'intérêt pour une entreprise? Alors, l'intérêt pour une entreprise, c'est de se mettre en conformité avec la législation européenne. Et c'est aussi de s'ouvrir des marchés à l'international, au niveau européen. Parce que en France, on est moins regardant, mais dès qu'on passe les frontières, si vous n'avez pas de marquage CE, vous ne pourrez pas livrer de structure métallique. C'est un gage de confiance vis-à-vis des acheteurs et des donneurs d'ordre. Ça, c'est top. C'est toujours bon de le savoir. Donc, en clair, une entreprise qui veut se mettre à fabriquer, par exemple, des abris de bus, il achète des éléments hors Union européenne. Comment ça se passe? Alors, du moment qu'il y a une certification et un marquage CE, il peut les utiliser. Typiquement, moi j'ai des clients qui sont hors Union européenne, mais ils travaillent pour le marché européen. Donc, ils sont certifiés selon les normes européennes. Ouais, d'accord, ok. Tant qu'il y a le marquage, on est bien. Voilà. Bon, bah voilà, en espérant que ça puisse aider certaines personnes, certaines entreprises, peut-être à la certification EN 1090. En tout cas, Stéphane, merci pour ces précisions. Ben, merci à toi pour l'invitation. C'est hyper technique, mais hyper intéressant. Et on se retrouvera, à mon avis, pour une prochaine vidéo tous les deux. Ça marche. À bientôt! À plus.